Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. Et oui, on a aussi une deuxième chaîne YouTube au nom de DMG TV, Histoire mystique exclusive, où on poste tous les 15 heures des histoires exclusives. Voilà, donc je vous invite à aller vous abonner à la première et deuxième chaîne YouTube. Voilà. Donc, on va écouter. Merci beaucoup à tous ceux qui donnent la force au mouvement, à tous ceux qui commentent, tous ceux qui like, tous ceux qui partagent. Installez-vous. On va commencer rapidement avec la première histoire. Bonsoir DMG. Bonsoir, bonjour. Je ne sais pas à quel moment vous allez prendre l'audio. Bon, comme je ne sais pas très bien comment j'entends les gens dire monter, je n'ai jamais raconté une histoire. D'abord, j'apprécie ce que vous faites parce que ça nous édifie vraiment beaucoup. En tout cas, moi, j'en sors assez édifiée. Bon, l'histoire que je m'en vais raconter est la mienne, hein. Ça se déroule il y a plus de 15 ans aujourd'hui. J'étais encore au lycée, en classe de terminale. Bon, on se retrouve dans une ville périphérique du Cameroun avec notre papa, donc en famille. Comme le papa était un polygame, bon, à un moment donné, au moment de prendre une autre épouse, comme ça se passe parfois, on s'est retrouvé un peu négligé, la maman. À un moment donné, la maman a même dû rentrer au village. Donc, au village du papa, nous sommes restés en ville pour pouvoir fréquenter. Au point où la sonnelle était même venue couper le courant chez nous. Donc, pour nous alimenter, c'était même pas évident, puisque il ne passait même presque plus à la maison. Nous étions juste mes frères et moi. Voilà, donc j'avais une camarade du lycée. Bon, à l'époque, si quelqu'un était en classe de terminale à 16-17 ans, bon, on disait quand même que tu étais assez intelligent. Donc, cette camarade, elle devait avoir peut-être 3 à 4 ans de plus que moi. Elle n'habitait pas loin de chez nous. Mais disons, sa maison était déjà sur la route du lycée, donc il fallait partir de chez nous pour passer devant chez elle et arriver au lycée où on fréquentait. Alors, cette camarade, elle vivait avec son père et sa mère. Bon, et ils n'avaient pas de problème, leurs parents s'occupaient bien d'eux. À un moment donné, elle a commencé à nous venir en aide. Elle apportait de temps en temps le riz, le savon, les ignames. On allait parfois dans leur champ pour ramener quelques vivres et pouvoir nous en sortir. Ça fait que du coup, je lui ai fait confiance. On étudiait ensemble, j'étais assez brillante dans des matières scientifiques. Ça fait que, enfin, je leur expliquais souvent les exercices et venais travailler à la maison. Du coup, je lui faisais vraiment confiance, elle était comme une grande sœur. Mais un soir, elle arrive et me dit qu'elle va me faire découvrir certains livres que Élise là-bas à la maison. Elle me donne un livre. J'essaie de lire le livre, c'est bizarre. On parle des choses, de la connaissance, de la lumière, de l'élévation, de comment quelqu'un peut se déporter et tout. Et tout. Bon, moi, je trouve ça assez bizarre. Bon, c'est vrai qu'on était quand même encore relativement jeune à l'époque. Moi, je lui ai remis ses livres. Maintenant, au moment de composer le bac, une semaine, peut-être 2 semaines avant la compo, je tombe malade. J'ai je crois que c'était la dysenterie amibienne. J'ai été très malade. On m'a amené à l'hôpital. Je n'ai même pas pu aller travailler les derniers exercices avec le groupe. On était dans le même groupe. Mais curieusement, elle savait que j'étais malade. Mais elle n'a pas dit aux autres camarades. C'est quand ils me voient peut-être à 2, 3 jours de l'examen, tout amaigri, que je leur dis que euh, je suis malade et que je peux l'appeler X. Elle était bien au courant. Jusque-là, ça n'attire pas mon attention.
La veille donc de l'examen, elle vient. Elle me dit, bon, comme ton papa n'est pas là, je t'ai apporté un peu d'argent. Elle m'a donné une pièce de 500 francs. Je prends donc cette pièce d'argent. Elle me dit, bon, et pour le déjeuner, ce qu'on va manger là-bas à l'école, ne te gêne pas. J'en ai en parlé à mes parents, je vais tout apprêter. Et elle me dit, avant d'aller à l'école, avant d'aller au lieu d'examen, de l'examen, moi je devais plutôt passer par chez elle. Elle revient plutôt vers moi, me donner le paquet. Il y avait le pain, il y avait, je crois, 3 œufs. Et puis on a refait le chemin ensemble, donc en passant par leur maison. Quand j'arrive au lieu de l'examen, et curieusement, on était dans la même salle. Je mets ce pain, elle se dit, bon, elle vient dire, mais il faut d'abord manger et tout, parce que comme on va composer, il ne faut pas avoir le ventre vide. Mais je ne sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai mis le pain et les œufs. C'était pas chargé, c'était des œufs à la coque, je devais moi-même les casser. Je les ai mis dans mon sac comme il fallait aller déposer les sacs devant. Mais moi qui étais tellement intelligente à l'école, les enseignants le savaient, c'est même un de nos enseignants qui nous surveillait. On nous remet l'épreuve, je crois, de mathématiques. Mais j'étais devenue comme bête. La tête a commencé à me faire mal. Je veux faire tel exercice, ça ne donne pas. Je vais faire tel exercice, ça ne donne pas. Au bout peut-être d'1h30, certaines personnes commencent à aller remettre les copies. C'est là où l'enseignant me demande que, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es parmi les élèves sur lesquels nous comptons. Qu'est-ce qui t'arrive depuis? Tu ne fais que griffonner sur le papier là. Je me mets même presque à pleurer. Je lui dis que, monsieur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. L'enseignant me fait sortir. Bref, il m'amène avec lui dehors. Il me demande que qu'est-ce qui se passe. Je lui dis que je ne sais pas, monsieur. Bon, il me dit, il faut te ressaisir, calme-toi. Il fait une prière, il fait le Notre Père et je vous salue Marie. Là, je vais m'asseoir. Et j'avais composé cette épreuve peut-être même en 45 minutes puisqu'il n'y avait plus de temps. Et puis la seconde épreuve, cette journée-là, c'était pas vraiment gai du tout. Je suis rentrée à la maison. Quand je rentre, curieusement, une voisine me fait appeler. Quand je rentre, je trouve que maman était venue du village parce qu'elle s'est rappelée que je devais passer mon examen. Elle est venue. À peine je veux commencer à lui raconter ma journée que ma petite soeur me dit que la voisine m'appelle, donc une tantine que je vais appeler tantine Y. Bon, je vais. Curieusement, elle commence à me poser la question. Comment est-ce que tu as passé la première journée de l'examen? Moi aussi, je lui raconte. Je lui dis, je ne sais pas ce qui m'arrive. Elle me dit, moi, je suis déjà une grande personne, je ne vais pas beaucoup parler. Il faut essayer de filtrer autour de toi avec qui tu marches. Demain, le conseil que je peux te donner, il faut aller au lieu d'examen seul. Ne va pas accompagner. Parce que moi, j'ai fait un rêve, je préfère ne pas t'en parler. Bon, je ne sais pas si elle avait rêvé ou alors elle avait constaté quelque chose. Je lui ai dit merci, tantine, je suis arrivée. Pendant que j'en parle à ma mère, je dis, en passant même, X m'a donné le pain et les œufs tellement ma journée était troublée que je n'ai pas pu manger. Quand je m'en vais récupérer le pain et les œufs à la coque, dont les coques étaient déjà noires complètement. Ma mère m'a dit d'aller jeter et le pain et les œufs dans les latrines. Je l'ai fait, je me suis exécutée. Et puis elle avait ramené le sel béni, l'eau bénie, elle a fini de faire la prière. Le lendemain, elle me dit, il faut aller très tôt là où tu t'assieds, tu fais ta prière et tu asperges un peu. Et c'est ce que j'ai fait. Quelque temps après, la X arrive quand on distribue même déjà les épreuves. Et moi, j'étais assise à la première rangée au dernier banc. Et elle était assise, je crois, à la troisième rangée au premier banc. Elle sait quand même, malgré le fait qu'on distribuait les épreuves, elle est d'abord venue à mon niveau, me dit, qu'est-ce que tu m'as fait comme ça? Hein? Petite sorcière, comment tu as fait que je t'attends
Je te dis de passer d'abord par la maison et tu es pas parti. Je suis même revenue te chercher et tu as fait que j'arrive en retard. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien compris. C'est comme ça que nous avons fini la semaine d'examen. J'évitais, je ne passais même plus par chez elle et je partais de chez moi très tôt. La, la composition était, était finie. Bon, curieusement, lorsque on a proclamé les résultats, j'avais quand même réussi. Mais X n'a pas réussi. Elle a commencé à me détester, dit dans le quartier que je suis une méchante personne. Elle s'est occupée de moi alors que notre papa n'avait pas notre temps. Mais je ne suis pas une bonne personne. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Elle n'a pas pu expliquer. Et plus tard, elle avait déjà un mal de tête. On l'amenait par-ci, par-là. Bon, c'est vrai que l'année d'après, nous nous sommes partis de cette ville. On avait affecté mon papa à, ailleurs. Et c'est comme ça que, si je peux dire, ma vie de prière avait commencé. Parce que, bon, je ne peux pas forcément confirmer qu'elle avait fait quelque chose. Mais je retiens quand même de tous ces indicateurs que ça pouvait bien être quelque chose de mystique que le Seigneur avait permis que j'en sois épargnée. Parce qu'avec des coïncidences, et en passant même la pièce même d'argent aussi, quand je vais dans le sac la récupérer, avait totalement noirci. Donc jusqu'ici, on n'a pas eu d'explication puisque je suis pas allée peut-être quelque part. La maman ne m'a pas amené quelque part pour essayer d'aller voir exactement de quoi il en était question. Nous avons tout simplement fait la prière et j'avais évité par la suite de continuer de marcher avec elle puisque à un moment donné, elle était même déjà très malade. Bon, elle avait arrêté les études, mais après, je n'ai même plus pris de ses nouvelles. Voilà un peu, c'est pour dire ici la moralité de l'histoire, c'est comme je dirais, faisons tout simplement attention. Peut-être j'étais naïve à l'époque, mais il y a certains indicateurs que lorsque tu marches avec quelqu'un, tu commences à constater des choses un peu bizarres. Lorsque ton esprit ne te convainc plus, il est souvent préférable d'arrêter. Parce que je me dis, si la coïncidence n'avait pas voulu que la voisine m'appelle et que je retrouve que ma maman était revenue du village et qu'on ait fait cette prière-là, et si je n'avais pas également écouté les conseils, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. Donc, essayons d'être assez réceptifs aux conseils, aux remarques, et puis ne pas négliger certains détails. Lorsque nous marchons avec des gens, bon, voilà ma petite histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire et là on passe à la deuxième histoire. Bonjour DMG, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci pour le concept, vraiment, partageant, commentant massivement et tout. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire, mon histoire. Bref, on me dit tout le temps que j'ai une vie trépidante et tout, je sais pas. En fait, le titre, c'est Comment j'ai dormi avec l'esprit d'un enfant, d'un garçon. Et j'étais avec ma copine, quoi. C'était en 2009, je pense. J'ai eu le bac. Je vis au Cameroun déjà. Et j'étais étudiante à l'université de Ngaoundéré. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, parce que j'entendais toujours des histoires comme quoi il y a des gens qui voyagent à travers les murs. Et j'étais dans une mini-cité hors du campus, donc moi je vivais dans le quartier. Et j'avais ma copine, ma meilleure amie. Elle avait une chambre à la cité U, mais on préférait plus vivre chez moi
Donc, on dormait et les chambres d'étudiants, vous savez, c'était des lits d'une place et tout. Et moi, j'avais l'avantage, c'est que dans ma cité, j'avais le lit d'une place et un matelas d'une place. Donc, elle, je lui laissais toujours le lit parce que j'aimais bien dormir par terre. Et ma chambre, je suis musulmane, il y a toujours le Coran, le tapis de prière à côté et tout et tout. Donc, le soir, là, on a dormi. Moi, je dormais en bas, elle dormait en haut normalement. Et je pensais que je rêvais. Mais ce rêve était tellement réel. Du genre, dans mon rêve, voilà, j'ai vu un enfant, un petit garçon tout beau, avec des jolis cheveux tout bruns, qui traversait le mur. Parce que étant au sol, j'étais la première personne à remarquer. Et il s'est arrêté et j'ai ouvert les yeux, je l'ai regardé. Je lui ai dit que tu vas où, mon bébé? Il me dit non, je voyage, mais là, je suis très fatiguée, je viens de loin. Et ça se voyait qu'il était hyper fatigué, il était tout pâle. C'est où je lui dis, ouais, mon bébé, viens te coucher d'abord à côté de moi et tu te reposes un peu. Donc, j'ai un peu reculé de mon petit matelas et je me suis collée au niveau du bois du lit, quoi. Parce que ma copine était à côté de moi en haut. Donc, on a dormi et j'avais le bébé, le petit garçon dans mes bras. Du genre, je caressais ses cheveux et il était là, genre, on dormait. Il était comme mon nounours, quoi. Et on a dormi jusqu'au matin. Maintenant, quand je me réveille, sonne pour l'heure de la prière à 5 heures. Quand j'ouvre les yeux, j'étais un peu bizarre, quoi. Quand je me retourne, je vois comme si, euh, vous voyez, quand quelqu'un a dormi à côté de vous, il y a toujours une place, non, le matelas s'affaisse et tout. Et moi, j'étais loin. Donc, comme c'était pas réel, moi, je me rappelais pas de ça. J'ai dit, ah, j'ai sûrement fait un rêve. Donc, j'ai laissé passer, j'ai laissé couler. C'est là où j'ai prié, je me suis assise. Ma copine me demande, qu'est-ce qu'il y a? Parce que depuis que je t'ai réveillée, je t'observe, tu es bizarre. Je lui dis, ah non, c'est juste que j'ai fait un rêve un peu bizarre, je comprends pas. Elle me dit, comme quel rêve? Je lui raconte. Et là où elle sourit, elle me dit, bah, tu n'as pas fait de rêve puisque j'ai fait le même rêve que toi et c'était réel. On a dormi avec l'esprit d'un bébé. Et c'est là où donc je m'assois, je me rappelle, je dis, mais comment le bébé est parti? Il me dit, en fait, c'est quand je me rappelle, le matin, quand c'était le matin, il se lève brutalement pour partir. Je dis que non, mon bébé ne part pas comme ça. Comme tu vas voyager, attends, je te fais un petit déjeuner, je te fais même les œufs et le lait et tu bois, tu auras plus de force pour partir. Il a refusé et j'ai tellement insisté. Il a mangé, il est parti. Il m'a encore fait c'est lui qui est venu me faire un gros câlin, qui m'a dit merci beaucoup et tout, il est parti. Donc, quand ma copine me dit qu'en fait, c'était pas un rêve, c'est là où j'ai commencé à paniquer que mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que j'ai dormi avec l'esprit d'un enfant? Et si c'est que c'était pas un bon esprit, elle s'est moquée de moi. Elle me dit non. C'est du genre, si c'est que c'était un mauvais esprit, là, maintenant, tu n'allais pas être bien, je pense. Sûrement, il est parti, tu as tellement été adorable avec lui et il t'a laissé quelque chose. Mais c'est dans la vie future qu'on saura mieux. Mais au fur et à mesure, nous sommes maintenant en 2023. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que l'enfant m'a laissé avec un truc comme un aimant. C'est du genre, je rencontre une personne une seule fois, on peut se rencontrer une fois, genre amitié, et cette personne va tellement vouloir se coller à moi, être mon ami et tout, jusqu'à un niveau où c'est moi qui fuis. Donc, en fait, c'est ça mon histoire, et c'est pour dire en leçon que il y a certains esprits, certains enfants qui sont bien quand vous les prenez aussi bien, et peut-être c'est le cœur de chacun, en fait. Je sais pas. Merci DMG, merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Allô, allô, bonjour famille DMG. Que Dieu nous garde, nous tous qui suivons cette émission. Voilà, depuis la position où nous sommes, que Dieu nous bénisse et nous protège. Voilà, qui ouvre nos yeux à travers cette émission à savoir beaucoup de choses et à être très prudent dans la vie. À aussi raconter les histoires aussi à nos amants amis et à les appeler aussi à s'abonner aussi à la page. Merci.
Ok, l'histoire que je vais raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'une jalousie. Ok, une jalousie suite à cette jalousie, il a eu mort de deux personnes. Ok, cette histoire m'a été racontée par une tante. Voilà, elle nous racontait l'histoire. Voilà. Elle dit à l'époque, elle avait une sœur qui était mariée à un monsieur. Maintenant, à l'époque, on sait les amours là, comme tous les jeunes, hein. Souvent ensemble, après on se sépare, souvent ensemble, après on se sépare, voilà. Bon, ça dépend de l'humeur de certaines personnes dans le couple là. On ne fait pas toute l'année ensemble. Dans un couple, on va dire dans le couple, on prend un couple, on dit ils ont 30 ans de vie ensemble là. 30 ans de vie ensemble là, ça ne signifie pas que pendant les 30 ans, ils étaient tout le temps ensemble. D'abord, pendant les 30 ans, à partir peut-être 10 ans, ils ont eu une séparation d'au moins 2 ans et puis après ils se sont repris. Voilà, c'est comme ça, ça fait partie aussi des difficultés des couples et puis ça arrive. Voilà, donc la tante elle était avec son mari, ils avaient déjà des enfants, des grands enfants. Et maintenant ça arrivait que des enfants un peu grands quoi, pas grands en tant que trop grands, un peu dans la trentaine, mais c'était un peu grand. Maintenant, ça arrivait qu'elle a eu des difficultés avec le monsieur. Le monsieur, il s'en allait pas aussi sur son boulot. Elle aussi, elle devait se chercher. Donc, comme ça, ils se sont séparés. Ils se sont séparés un instant. Que chacun était dans son côté en train de chercher. Donc, au moment où elle se séparait au monsieur, ça a coïncidé qu'elle a eu quelqu'un avec qui elle était, bon, pas être à la personne comme s'ils étaient tous ensemble, quoi. Mais une aventure éphémère. Et puis, dans ça, elle est tombée enceinte. Donc elle est tombée enceinte. Le monsieur a appris qu'elle a vraiment été enceinte. Mais le monsieur aussi l'aimait, il ne voulait pas la laisser à cause de la grossesse. Donc elle a dû rompre avec le nouveau, puis elle est repartie sur son nouveau mari. Mais la situation commençait à s'améliorer chez lui. Donc il allait rechercher sa femme pour venir vivre, être à lui maintenant. Malgré que la fille était enceinte. Donc c'était comme ça. Le monsieur, il a pu supporter la grossesse, jusqu'à la dame a accouché. Quand la dame a accouché, elle a fait un joli garçon. Oui. Mais le monsieur, il faut dire qu'il n'était pas heureux dans le cœur. Malgré qu'après, quand l'enfant est venu au monde, il a élevé l'enfant tranquillement, sans problème. Mais après, elle aussi, elle a eu encore un enfant avec le monsieur encore. Après l'enfant qu'elle a eu, la femme a fait dehors. L'enfant a un peu grandi. Elle a eu encore un enfant avec le monsieur. Mais le monsieur, lui, en tout cas, il gardait un dent. Il était jaloux de l'enfant. Il n'aimait pas l'enfant, quoi. Il brossait toujours la femme d'envoyer l'enfant chez son père, que l'enfant a grandi. Mais la femme aussi, elle aimait beaucoup l'enfant. Elle dit non, qu'elle ne peut pas envoyer son enfant. C'est un homme inconnu. Entre les deux même, entre elle et le père du monsieur, il n'y avait rien de particulier, quoi. C'était peut-être... Il était un peu sur une prise de tête, puis ils sont passés à l'acte, puis l'enfant, la grossesse est venue. Sinon, c'était pas qu'ils étaient ensemble. Donc, elle ne peut pas renvoyer l'enfant chez le monsieur. Elle arrivait à maîtriser son mari, mais il acceptait. Mais à tout moment, il venait, il manifestait ses jalousies, quoi, de ne pas voir un enfant qui était dehors, venu parmi lui, ses enfants, voilà, jouer avec ses enfants. Et puis, bon, il voyait toujours l'enfant comme un étranger. Il n'arrivait pas à prendre l'enfant comme son fils. Vous voyez, donc dans ça, l'enfant il était très intelligent à l'école. Bon, tous les enfants étaient intelligents, mais en tout cas, lui, il se faisait un peu démarquer. Donc, c'est un peu comme ça. Le monsieur, la jalousie, il a tellement pris que il est allé voir en bourse, voilà, au nord, où on fait les trucs de maraboutage, là. Pour que lui, il dit, il veut être sa femme et puis ses enfants. Il ne veut pas enfant de quelqu'un d'autre. Voilà. Dans son foyer. Donc le marabout, qu'est-ce qu'il peut faire? Ce que le marabout a fait, c'est ça, il a fait, et puis ça n'a pas duré, l'enfant est décédé. Le jeune est décédé. Oh, mais quand le jeune est décédé, ma tante là nous dit que sa soeur était dévastée. Non, on n'était pas. On dit, elle a pleuré même tout son sang. Elle pleurait
pleurait matin, pleurait le soir, pleurait matin, pleurait le soir. Le monsieur lui s'est dit, bon, peut-être c'est au commencement, après, elle va pleurer, après, elle va oublier. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas? Tes parents même meurent là-bas, après, tu pleures, après, ça passe. Lui, c'est à ça qu'il lui s'attendait. Mais c'est mal connaître la femme qui pleurait même son enfant, même jusqu'à un peu pas tenir. Elle n'a pas soupçonné que c'est le monsieur, hein, mais en tout cas, elle était inconsolable. Donc, elle dit non, que maladie de son enfant, là, elle a commencé à soupçonner que c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, comme ça, elle a décidé d'aller. Chez nous, il y a des eaux sacrées là. Voilà, ça existe, les eaux sacrées. Dans les villages, la plupart, c'est les gens de l'Ouest là, chez nous en Côte d'Ivoire. Il y a des eaux sacrées là, elle est allée là-bas. Quand tu t'en là-bas, tu vois, il y a des anciens qui surveillent là-bas. Tu viens te causer eux. Si tu veux donner un pluie, il y a 5 francs. Tu les donnes et maintenant, ils te donnent l'autorisation maintenant d'aller plaider, parler avec nous quoi. Tu dis ce que tu as envie. Et puis ton problème, ça peut se résoudre. En tout cas, ça se règle. Comment ça peut se régler? Mais dans le cas du décès là, si quelqu'un t'a fait du mal à ton parent, le tueur apparaît. Tu le vois vis-à-vis. Il sort dans l'eau. Il est devant toi. Maintenant, tu vois l'homme qui a fait du mal à ton proche. Donc, la tante est allée là-bas. Donc, lorsqu'elle est arrivée là-bas, elle a fait ce qu'elle devait faire. Elle a jeté le poulet dans l'eau. À sa grande surprise, voilà son mari qui sort de l'eau. C'est-à-dire l'auteur de l'assassin de son fils, qui est son mari, qui sort de l'eau. C'est là aussi pour se venger. Si tu veux vraiment te venger, il y a une machette qui est à côté. Tu prends, tu tapes la personne, automatiquement ça agit sur la personne. Mais les jours qui suivent la personne ne va pas rester. Là, automatiquement, elle a vu, elle était tellement surprise et tellement en colère que sur le coup, elle a pris la machette et elle a limé l'image du monsieur qui était sorti dans l'eau. Vous voyez? Voilà. Donc ça veut dire que non, ça veut dire que c'est fini comme ça quoi. Voilà, t'as dit physiquement il peut être là, mais maximum 2-3 mois et puis il s'en va quoi. Ça veut dire qu'il n'est plus vivant. Moi ouais à taper là. Mais elle arrive à la maison, elle boudait le monsieur quoi, parce qu'elle a vu la vérité que c'est lui qui a l'origine de la mort de son fils. Donc elle le boudait, mais quand même elle jouait le jeu. Mais elle sait que en âme et conscience le gars est déjà parti, ça c'est fini ça. Donc, 1 semaine, 2 semaines, le gars il était au plateau en train de faire ses affaires, ses travaux. Il est tombé, on dit ça a commencé à sortir dans ses narines. Là, ils ont appelé sa femme, même elle sait déjà tout ce qui s'est passé. Là, ils sont venus faire semblant de pleurer. Ils sont allés, quand ils ont fait les petites cérémonies, et lui il était musulman. C'était rapide. Donc, il l'a enterré là. Le lendemain qu'il l'a enterré là, t'as dit qu'elle est une vraie personne, la dame n'a pas perdu quelqu'un. Elle a commencé à se faire joviale, être comme si elle n'est pas vive. Et puis la vie a commencé à reprendre comme ça. Donc c'est au fur et à mesure des années, elle a expliqué à ses soeurs. C'est dans ça, la tante est venue nous rencontrer le coup. Vous voyez, la jalousie, ça fait tuer 2 personnes. Voilà. Donc laquelle tu sais que tu ne peux pas être quelqu'un à cause d'une maladie, tu sais que tu ne peux pas pardonner la personne là, autant partir. Faut pas dire rester là, il est supporté. Non, on ne peut pas supporter. Ce que ton cœur ne veut pas, Voilà, c'est un peu ça. Dans la morale, chacun peut tirer par soi-même. Au moins, je demande à tout le monde de s'abonner à la page DMG. Je suis beaucoup les émissions, ça donne beaucoup de conseils. Voilà, aujourd'hui à travers DMG, nous tous on est très prudents. Voilà, les cadeaux même là, on se méfie de prendre n'importe quel cadeau chez le premier venu. Voilà, tout ça là grâce à cette émission. Ok, merci, abonnez-vous, partagez. Que Dieu nous bénisse tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 4e histoire. Commentez, likez, partagez, s'il vous plaît. Bonjour DMG, bonjour à toute la team DMG. Likez, partagez, commentez, afin que tout le monde soit édifié. Moi, c'est la baby. Je reviens aujourd'hui avec une histoire. C'est l'histoire de mon voisin et de son épouse. On a vécu jusqu'en 2016 dans notre quartier. Il avait des grands-enfants et des petits-enfants avec sa femme. C'était un ingénieur dans une grande société de la place, je ne peux pas citer le nom ici, jusqu'à sa retraite. Et un jour, il tombe malade.
On découvre qu'il était diabétique, qu'il avait le diabète, mais il n'a jamais su qu'il avait le diabète. Et sa femme était un agent de la santé, elle travaillait dans un hôpital. Une femme gentille, une femme aimante, elle aimait les gens, une femme humble, elle avait un grand cœur. Et à chaque fois, son mari ne respectait pas le régime diabétique. Il se mettait à boire. Et à chaque fois, il chute, on l'amène à l'hôpital. Et son état s'empirait. Il avait vraiment changé avec son épouse. C'était des problèmes, des injures tous les jours à la maison. À chaque fois, c'était des injures. Il avait complètement changé. Il n'était plus cet homme doux et aimant qu'on a connu auparavant. Même ses enfants se plaignaient de lui. Un jour, il a fait un coma diabétique parce qu'il ne respectait pas son traitement et il buvait comme c'est pas possible. Et après le coma, après qu'il est sorti du coma, quand il revient à la maison, il commence à insulter la dame. Tu n'auras jamais ma pension, tu vas mourir avant moi, tu vas voir, je vais te montrer. Tous les jours, c'était des injures. Et un jour, c'était vraiment là où il avait vraiment chuté. Il est encore rentré dans le coma. Et c'était grave, il avait fait 3 mois. Les gens ne savaient même pas qu'il allait vivre. Ses enfants dormaient même au sol à l'hôpital parce que son état était critique. Il avait vraiment perdu. Et c'était vraiment grave. Tout d'un coup, il a récupéré, il sort du coma. Et même à l'hôpital, il insultait la femme. Je vous jure, DMG. Les gens se plaignaient, même les infirmières disaient même, mais comment tu peux insulter ta femme comme ça? Quand tu étais dans le coma, elle dormait au sol. Elle pleurait tous les jours. Mais après vraiment ta guérison, maintenant tu insultes ta femme comme ça, c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Tu as quoi? Tu as quel problème? C'est la maladie là qui te rend comme ça ou bien c'est elle qui t'a donné la maladie? Les gens le parlaient mal aussi à l'hôpital. Il disait aux gens à l'hôpital, non, elle n'aura jamais ma pension. Elle ne va jamais avoir ma pension un jour. Elle va voir. Et tout d'un coup, il sort de l'hôpital, il revient à la maison. Et quand il revient à la maison, c'est la femme qui tombe malade. Quand la femme tombe malade, les enfants l'amènent à l'hôpital. Après les examens, le médecin dit aux enfants, non, il faut apprêter votre mère, elle va passer au bloc. Il faut qu'elle passe au bloc. Elle a une maladie dans le ventre. Les enfants ont appelé ceux qui sont restés à la maison. Tout d'un coup, on amène leur maman au bloc. Et ça s'est très mal passé. L'opération s'est mal passée. Et c'est comme ça que la femme décède au bloc. Les médecins ne savaient pas comment dire aux enfants. Les chirurgiens ne savaient pas comment annoncer la nouvelle aux enfants. Et ils ont dit aux enfants, appelez votre aîné. Ou bien, est-ce que maman n'a pas de mari? Mais puisque les enfants ne s'entendaient plus avec leur père, tous les jours, ils menaçaient leur mère de mort et tout ça là. Et c'était un choc DMG. Ça a fait un boom dans notre quartier. Je vous jure, quand la femme est décédée, une femme, je te jure DMG, la femme là était grosse. Les gens ne savaient même pas que cette femme-là était malade. Ou elle pouvait vraiment succomber comme ça, tout d'un coup, sans savoir ce qui s'est passé. Les gens ont pleuré dans le quartier, c'était une femme bien. Les gens n'ont jamais su ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que la femme est décédée. Je vous jure, on l'a même chassée de la maison. Ce monsieur. Les parents de la femme et même les parents du monsieur, hein. Je vous jure, c'était fort. C'était fort. Ils n'ont pas pris la part de leurs parents, non. Ils ont dit non, il a renversé la tendance, il a fait échange. Donc il paraît que ça c'est fait. Quand tu vois que toi tu vas aller avant l'autre, tu échanges et c'est l'autre qui part. C'est là où j'ai appris tout ça.
Donc vraiment, mes parents, l'Afrique est mystérieuse. L'Afrique a plein de mystères. Les gens sont terribles. La sorcellerie a été élevée à un point que on ne sait même pas. Vraiment, la famille, vraiment, nous devons nous lever. Nous devons être dans des prières nuit et jour. Rien ne vaut la prière, mes frères et sœurs. Rien ne vaut la prière. J'espère que ça va édifier beaucoup de personnes. Vraiment, le monde est à craindre de nos jours. Vraiment, likez, partagez, commentez. C'était mon histoire d'aujourd'hui. Merci DMG. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Hello, bonjour l'Afrique. Vous allez bien, j'espère. Bolo Samba à vous. Merci encore de m'accorder cette plateforme afin de m'exprimer. Et l'histoire que je viens vous raconter aujourd'hui, c'est une histoire que j'ai intitulée « L'enfant sorcier ». Donc, c'est l'histoire d'une dame qui avait 3 enfants de pères différents. C'est comme ça, elle travaillait et au cours de sa vie, elle avait fait la rencontre d'un monsieur qui voulait bien d'elle. Ils ont commencé à se fréquenter, voilà, et à tomber amoureux. Et la femme, elle a présenté le monsieur à ses parents et vice-versa. Ils ont fini par se fiancer. C'est comme ça, au cours de quelques années, 2, 3 ans, 4 ans, le mari commençait déjà à se faire pressant, parce qu'il avait le désir, tout naturellement, d'avoir un enfant avec sa fiancée. Et c'est comme ça, elle aussi, de son côté, elle essayait un peu de trouver les solutions. Elle allait d'hôpital en hôpital et tout. Arrivée là-bas, c'était bon, les examens qu'on lui faisait faire, lui prescrire des traitements, mais malgré ça, elle ne trouvait pas gain de cause. Mais elle était quand même là, elle ne se décourageait pas. Voilà. Maintenant, un jour, elle se retrouve chez ses beaux-parents qui lui disent « Ah, notre belle-fille, sois la bienvenue, Samba. Tu sais qu'on t'aime déjà. Mais si tu veux qu'on te mette en haut, que notre fils t'épouse, que tu fasses partie de notre famille, donne-nous un petit-fils, un héritier. » Elle est là et tout. Tout ça, ça commence encore à l'embêter davantage. Donc un jour, elle se confie à une de ses parentes qui lui dit « Ah, ma sœur, ton problème de fertilité là, je t'avais déjà dit qu'il faut venir voir l'homme de Dieu de mon église. Il pourra bien t'aider à faire un travail spirituel. Toi aussi. Et c'est un peu la prière. » Bon, elle est là, du genre, ok, j'ai compris. Elle rentre chez elle, elle s'endort. Le lendemain, elle va à son travail. Elle se confie maintenant à sa collègue. Voilà maintenant la collègue qui lui dit, attends, c'est pour ça que tu pleures. Toi aussi. Pour manganer un homme, est-ce que c'est dur? Même ce que ta sœur te dit là, faut pas suivre ça. Quel pasteur? Ils vont seulement te bouffer ton argent. Ils vont t'appauvrir. Si ce n'est que l'enfant. Je connais un papa très fort, puissant, Mako. C'est pas vos petits nganga là. Hein? Lui là, c'est un pygmée. Il vit en brousse là-bas, chez les babongos sur la route. Mako, frère qu'il est bon. Oh, tu m'as déjà entendu me plaindre de mes beaux-parents ou de mon mari. Non, gay, Mako. Mais c'est le papa là. Il m'a fabriqué la télécommande. Il a tout là-bas. Manuel, automatique, toute option. Comme c'est l'enfant que tu veux, il va t'en fabriquer. C'est comme ça qu'elle décide maintenant de suivre les conseils de sa copine, sa collègue. Donc, qui l'emmène maintenant chez les pygmées en brousse. Là-bas, l'Onganga lui fait faire toutes les potions magiques avec les instructions que non, quand tu vas, tu fais comme ça, tu vas voir ma fille, ça va se déclencher, tu auras ton enfant. C'est comme ça, elle arrive là chez elle, le temps passe, elle suit à la lettre tout ce que l'Onganga lui a dit de faire. Jusqu'à tombe maintenant enceinte. Voilà sa copine là. Ah, je t'ai dit quoi, Mako? C'est pas ça la grossesse que tu cherchais. Je te dis que quand moi je parle, quand moi j'ai dit, c'est que c'est ça, c'est ça. Voilà, la preuve est là, non? Oh, tu penses que moi je m'amuse? Quand je t'ai dit un truc, tu pensais que c'était la blague, non? Voilà l'enfant que tu cherchais. Elle-même, elle saute encore de joie. Le mari là-bas, non, il veut seulement mourir. Il pleure que de joie. Toute la famille était contente, que ce soit chez la femme, le mari, et qu'enfin,
on aura notre petit-fils et tout. C'est comme ça, la grossesse suit son cours jusqu'à l'accouchement, tout se passe bien. Donc maintenant, l'enfant, c'est un garçon et tout, qui naît. Il va maintenant de main en main, il grandit là comme ça, un temps il est chez les... Vraiment, c'était le bébé de tout le monde, un bébé bisou, partout, on l'adorait quoi. Donc il grandissait un peu comme ça. Un temps il est chez les oncles, les tantes, de la femme ou du mari, chez les grands-parents et tout. Maintenant c'est comme ça au fil du temps qu'il grandissait, donc dans les 7, les 8 ans, l'enfant commençait déjà à devenir perturbateur quoi en fait. Très agressif, violent. Du genre il est chez ses oncles et tantes. Cela dit, oh non, votre enfant là, il est trop turbulent. Quand il joue avec les autres, il les agresse, il est mort jusqu'au sang. Pardon, reprenez-le. Comme ça, même chez les grands-parents. Venez chercher votre phénomène là-haut, si c'est l'enfant ou quoi, ou un ditengu. Pardon, nous on ne veut pas les problèmes. C'est comme ça, maintenant l'enfant vivait maintenant entre-temps là, la mère et le père s'étaient séparés. Voilà, pour des raisons vraiment futiles. Donc l'homme a quitté la femme, elle est repartie dans son célibat, lui il est parti rencontrer une autre femme avec qui il vivait déjà. Donc l'enfant était maintenant en ballottage. Il vivait chez la mère, mais quand les vacances arrivaient ou le week-end, il passait chez son père qui avait déjà sa femme là-bas. Donc c'est comme ça l'enfant qui était déjà, l'époque là déjà dans ses 13 ans, un temps comme ça, qu'est-ce qu'il faisait maintenant chez son père? Quand le père est au lit avec sa femme, il les guette. Par exemple, quand la femme du père est sous la douche, il la guette. Donc jusqu'à ce qu'un jour son père l'avait bastonné gravement. Après il a traîné chez sa maman. Oh madame, voilà ton démon que tu as couché. Si c'est moi le père, enlevez mon nom. Je n'en veux plus, je ne veux pas, je n'en veux plus. Je l'ai banni. Voilà. Ma femme est là, elle pourra me faire des vrais enfants. Non mais c'est pas possible. Voir ma nudité et celle de ma femme, c'est juste inconcevable. Qu'ils ne remettent plus jamais les pieds chez moi. La mère aussi sent que, c'est mon fardeau, c'est mon colis. Je vais maintenant rester avec ça comme ça. Donc il est là maintenant, il grandit, là avec sa mère. Et les 3 autres enfants, d'abord, ses aînés, au fil des temps, eux aussi ils avaient déjà grandi, donc chacun avait pris son envol. Il vivait maintenant là seul avec la mère. Mais il devenait que de plus en plus impoli, mal éduqué. Quand la mère lui parlait, il claque les portes, il chute les chaises, il répond comme il veut, il sort, il entre. Non, elle n'arrivait plus à le maîtriser en fait. Elle n'avait même plus d'autorité sur son enfant. Donc il commençait maintenant à mener la petite délinquance dans les rues avec d'autres enfants aussi de sa génération. Mais la mère, elle gérait ça comme ça. Entre-temps, elle s'était déjà quand même mise en prière, quoi, en fait. Avec tout le temps là, elle s'était mise en prière, elle était déjà devenue chrétienne. Donc souvent, elle mettait le sujet de son enfant en prière et tout. Elle espérait que bon, ça va aller, c'est la phobie de l'adolescence. Voilà, il va comprendre, il va grandir, d'ici là, il sera un homme. C'est comme ça et tout. Comme elle travaillait, et comme elle vivait seulement seule avec son fils, donc elle avait déjà pris l'habitude de préparer, faire la cuisine la veille, pour que le lendemain, il réchauffe seulement elle et son fils. Donc, ce jour-là, comme d'habitude, elle est allée au boulot. Après le boulot, elle est partie à sa réunion de prière. Donc, elle rentre maintenant là et comme d'habitude, elle mangeait toujours accompagnée de son soda. Donc, elle envoyait toujours son fils là. Ditengu, s'il te plaît. Voilà, prends une bouteille là-bas, tu vas chez le boutiquier et me prendre mon soda préféré. Donc, elle mange, elle boit. C'est comme ça, le temps suit son cours. Ditengu grandit, il a maintenant 17 ans. Il est toujours avec sa mère. Il vit toujours dans la rue comme il veut, il rentre comme il veut en tout cas. Maintenant, c'est comme ça, dans ses 17 ans, il cogite maintenant sur sa mère là. Donc un jour, elle rentre comme d'habitude, elle réchauffe sa nourriture. Oui, Ditengu, regarde un peu dans mon sac là, tu prends le temps et tu vas me chercher mon soda préféré. Donc quand il va chercher le soda, il sert la mère pendant qu'elle a la cuisine. Quand il sert là, il met dans le verre, il prend un somnifère qu'il met dans le verre de sa mère. Donc la mère vient là avec son repas, elle mange et elle boit son soda. Ensuite, elle est là, elle se sent un peu étourdie, plus fatiguée encore. Bon, elle se dit, ça va, c'est la journée qui m'a fatiguée, je vais tout naturellement me reposer. Donc elle va dans sa chambre et tout, elle s'allonge. Voilà maintenant Ditengu, il va y ferme la porte centrale.
il ferme les fenêtres pour ne pas être perturbé. Donc il va maintenant tac, tac, tac dans la chambre de sa mère qui n'était pas fermée à clé. Il entre, il soulève la robe de sa mère. Il soulève d'abord un bras pour voir que, ok, d'accord, là c'est bon, elle est déjà tombée dans les vapes. Donc il soulève maintenant la robe. Il enlève le sous-vêtement, il écarte les pieds de sa mère, il monte maintenant sur sa mère, il gasse sa mère, qui est dans le casse elle-même. Elle ne sait même pas ce qui se passe. Donc c'était maintenant comme ça, quand elle se réveille, elle sent que non, il y a eu un truc. Mais comme elle était chrétienne, elle priait déjà, elle s'est dit, ça doit être un mari de nuit. Voilà, un esprit, voilà, démoniaque comme ça, qui est venu me faire les rapports. Donc elle est là, elle s'inquiète un peu. Mais elle remarque que tout le temps, c'était maintenant ça. Donc les heures où elle faisait la sieste là, elle se sent, après manger et boire, elle se sent étourdie. Et au réveil, elle a toujours réfléchi un peu que l'esprit là est encore venu me visiter. L'esprit là est encore venu me visiter. Donc elle commence maintenant à parler à ces gens de l'église. Que non, voilà un peu ce que je vis depuis un temps là. J'ai un esprit, voilà un mari de nuit, voilà qui vient toujours me visiter. Chaque fois que je fais la sieste, j'ai remarqué ça depuis un temps. Donc j'aimerais que vous priez pour moi. Les autres ont dit, bon, il n'y a pas de problème. Ils ont commencé à prier. Mais ça n'allait pas. C'était toujours ça. Elle voyait toujours que ça continuait. Maintenant, elle s'est assise quand même. Elle a vu que non. En tant qu'humaine, elle a essayé de réfléchir, de pousser la réflexion que non. Ici, à la maison, je ne vis qu'avec du tengu. Ça, c'est qui? C'est quoi? Si ce n'est pas un esprit. Bon, elle fait maintenant son jeu à elle, donc son piège, quoi. Que bon, en tout cas, je vais un peu voir l'histoire là claire. Elle rentre là un après-midi, comme les autres. Ditengo, s'il te plaît, oui, tu peux m'apporter mon jus et voilà, sers-moi, hein. Ok. Donc elle a la cuisine là et tout, elle apprête son plat. Ditengo, comme d'habitude, il a déjà mis le somnifère dans le verre. Donc quand elle vient maintenant pour s'asseoir, elle lui dit, s'il te plaît mon fils, pardon, va vite là chez le boutiquier, tu me fais un flash parce que je n'ai plus de crédit là dans mon téléphone. Donc le temps qu'il va là, elle renverse le jus. Elle fait comme si elle avait bu, quoi. Donc elle redépose le verre et la bouteille sur la table. Donc quand le fils vient, elle lui dit, bon, mon bébé, moi je m'en vais un peu me reposer, hein, je suis fatiguée là. Voilà, donc veille à ce que personne ne me dérange. Ok, elle s'en va. Ditengo est là maintenant, il se frotte les mains. Il va, il ferme la porte centrale, il ferme les fenêtres, il vient maintenant, tac, 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 tac. Il soulève le bras, hop, ça tombe. Tout ça, elle faisait seulement son jeu. Il monte maintenant, il se déshabille, il monte, il soulève la robe, il enlève le... Et que le bas, hein, il faisait ça qu'en bas, donc en haut là-bas, il s'en foutait. Il enlève le sous-vêtement, il écarte les pieds. Tout ça, elle laisse faire. Quand il monte maintenant sur elle, comme elle était forte, grosse, et lui, c'était genre un gringuelet. Donc elle a seulement attrapé comme ça la taille avec ses bras, quoi. Elle a serré contre elle. Elle lui a serré contre elle. En criant au secours, comme les voisins étaient à proximité. Donc ils ont accouru. Ils ont seulement cassé la porte. En entrant, ils ont trouvé Ditengo en position comme ça sur sa mère. Ils l'ont d'abord délivré de sa prise. La mère s'est effondrée. Elle a commencé à raconter ce qui lui arrivait, que voilà, je m'en doutais, je pensais bien, mais je me disais que non, il ne peut pas quand même faire ça à sa mère. C'est même pas que je suis sa tante ou je ne sais pas, ou sa grande sœur, des trucs comme ça. C'est comme ça aussi les policiers, comme ils avaient déjà saisi Ditengo, ils ont appelé, plutôt les voisins, ils ont appelé maintenant les policiers, comme ils avaient déjà saisi Ditengo. C'est comme ça que les policiers arrivent là maintenant, prennent Ditengo pour le jeter en prison, à la prison des mineurs. Donc il purge là-bas peut-être comme 1 an et demi, 2 ans. Quand il sort, c'est même encore plus dingue. Pour lui, non, c'est même encore dingue, quoi. Entre-temps, la mère déménage. Le père aussi, là-bas, avait déménagé. Donc, tous ses parents, là, les oncles, les grands-mères, tout le monde, quand on l'apercevait seulement, oh, Ditengo est là, oh, Ditengo, c'est la terreur, partout, ça panique. Tout le monde, chacun fermait sa porte, ses fenêtres. Que, oh non, il est encore arrivé. Parce que lui, quand il arrivait, il va forcément voler un truc. Donc, c'était un peu ça. Personne ne voulait plus l'accepter. Donc c'est comme ça maintenant, un temps il vivait comme ça dans la rue avec ses autres amis bangalos comme lui-même. Au bout peut-être de ses 21 ans, il était mort. Voilà, il jouait au poker avec un de ses potes bangalos là aussi. Oh, tu m'as bouffé, oh, c'était moi qui a joué, oh, tu m'as pris mes 150, oh, tu es un voleur, oh, tu es un tricheur. Donc l'autre bangalo a mis le couteau à la poitrine. Et c'est comme ça qu'il est tombé.
il est mort. Voilà. Donc c'était ça la triste fin de Ditengo. Voilà. Donc maintenant, la moralité, ici, là, à chacun de tirer sa leçon. Maintenant, pour ma part, c'est pas que j'incrimine les Nganga. Non. À chacun ses croyances. C'est comme il y a les faux pasteurs, il y a les faux marabouts, même dans le corps médical, il y a les faux médecins. Et quand tu te retrouves dans un dilemme de 2 propositions, comme ça a été le cas, c'est que forcément, c'est le bon et le mauvais qui se présentent à toi. Donc, c'est à nous de prendre le temps de bien réfléchir, de bien discerner avant de prendre les solutions. Voilà. Donc, et puis aussi, je vais m'adresser aux dames qui vous a dit que pour manganer l'homme, il faut forcément lui donner un enfant. Il y en a qui se sont retrouvés avec 10 à les élever seuls. Et c'est là où l'amour maternel n'y est pas à 100%, parce qu'on est dans les faux calculs. Donc, allez comprendre. Voilà, c'était l'histoire que je tenais à vous raconter. Merci encore de m'avoir écouté. Merci, à très très bientôt pour une autre histoire. Bisous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonsoir DMG. En tout cas, ça fait un moment que j'écoute des histoires. Il faut dire, ça fait 1 année et demie que je te suis. En fait, que j'ai suivi des émissions et tout. C'est de là que j'ai eu le courage, en tout cas, et la force de pouvoir raconter mon histoire. Parce que si mon histoire peut aider certaines jeunes filles, c'est déjà bien. Cette histoire que je veux raconter, je l'ai vécue personnellement. Je veux dire, on a vécu parce que j'étais pas seule, j'étais avec mes copines à l'époque, on était en seconde. On était 4, on se baladait toujours ensemble. On était 4. Il y avait moi et mes 3 autres copines. On avait toutes les 3 17 ans et une avait 16 ans. On a grandi ensemble, pratiquement dans le même quartier. Et on n'était pas nés d'une famille riche, mais pas d'une famille pauvre aussi. On était dans une école privée. C'était pas peut-être la misère, c'était pas aussi trop la richesse qu'on avait de quoi manger, c'était le plus important, aller à l'école, se vestir. Et on était tout le temps fourrés ensemble, en tout cas. On était tout le temps ensemble, tout le temps fourrés ensemble. Jusqu'à ce que, un jour, quand on est arrivé en 3e, on avait pris pour habitude, aller tout le temps en ville. Parce que nous, on était dans une école, on vivait dans un quartier de la cité, s'il faut dire. Et notre école n'était pas loin de chez nous, en fait. Donc, on avait pris l'habitude, quand on était en 3e, chaque samedi, on partait en ville, au casino, faire des petites courses, on va faire des économies. Et puis voilà, on avait déjà nos petits copains, s'il faut dire, de la même classe que nous, peut-être ceux qui étaient déjà au lycée et tout. Nos copains qui nous donnaient un petit peu l'argent de poche, ce que nos parents nous donnaient, on partait au casino. On faisait des courses, on s'achetait des déos, des petits trucs en fait. Et c'était devenu comme un rituel pour nous. On le faisait chaque samedi après l'école. C'était bien en tout cas. Jusqu'à ce qu'on a eu le BPC, nous sommes allés en seconde. Nous avons décidé de faire la même série toutes les 4. Alors, parmi nous, il y avait une qui vivait pas avec ses parents, elle vivait avec son grand-père. Et son grand-père avait quand même un peu de moyens par rapport à nous tous. Et elle était avec ses tantes, la petite soeur à sa maman, qui était déjà grande, qui avait déjà quand même l'expérience de la vie et tout. Et un jour, un samedi matin, après l'école, à midi, nous avons décidé d'y aller faire nos courses. Et quand on est arrivé au supermarché, on a fait nos courses comme d'habitude et tout. Ce jour-là, je pense bien qu'on devait aller manger une pizza. Malheureusement pour nous, on n'avait plus grand-chose. Il ne restait que de quoi payer le déplacement pour rentrer.
Du coup, il faisait très chaud ce jour-là. Il était 13h fort, presque 14h. On était levés au goudron. On attendait le bus. Alors, une voiture s'est garée devant nous. Une voiture noire, en tout cas, qui s'est garée devant nous. Et il nous a dit bonjour les demoiselles. On était toutes étonnées, toutes les quatre, on s'est penchées pour regarder. Et on a dit bonjour. Et il nous a dit, vous allez où? Est-ce que je peux vous déposer? Celle qui vit avec son grand-père là, elle était vraiment très courageuse par rapport à nous autres. Elle est venue, elle m'a dit, elle a parlé au monsieur. Ah, on va dans tel quartier, voilà, et tout. Est-ce que vous voulez que je vous dépose? Elle a dit oui, bien sûr. Ben, montez. Et elle est montée devant et nous, on est allés derrière. Et elle a commencé à... En fait, lui, il a commencé à nous poser des questions. Avant même, il nous a dit, ah, moi, je connais pas la ville. Ça fait plus de 20 ans que je n'ai pas mis les pieds au Congo. En tout cas, rien qu'en regardant le monsieur, on a compris que le monsieur ne vivait pas au Congo. En tout cas, c'est quelqu'un qui revenait fraîchement, de l'Europe. Il sentait très bon, il avait un joli teint, il était très beau en tout cas. Et il nous a demandé de l'indiquer et tout. On a fait au moins, je pense, 5 minutes pendant qu'on relève, ça faisait peut-être 5 à 10 minutes. Après, il nous a dit, ah les filles, vous allez devoir m'excuser parce que, en fait, quand je partais à la maison, je dois aller récupérer un truc. Est-ce que c'est possible? Et tout que je récupère juste un truc et puis je vous dépose. On a dit, il n'y a pas de souci. Il a tourné la voiture. Et après, il nous commençait à nous poser des questions. C'est quoi votre prénom? Chacun de nous a donné son prénom à tour de rôle et tout. Après, il a demandé nos âges. Alors, ma copine qui était devant, elle a carrément dit, nous avons 18 ans. Il a dit, ah bon? En fait, il était étonné. Il dit, ah bon? Oh oui, on a 18 ans. Et 19 ans, 18 ans, voilà, par là. Il a posé la question à ma copine. Et vous êtes en quelle classe? Elle a dit terminale. Elle a dit, ah d'accord, ok, vous êtes en terminale, oui. Alors, il a tourné, il a dit que vous êtes derrière, il nous a posé, vous êtes toutes les trois aussi, vous êtes en terminale. On a dit oui, on est en terminale. Alors, on est parti chez lui, en ville, centre-ville. Dès qu'il est arrivé, il a garé la voiture. En tout cas, c'était une maison, une très très belle maison. C'est-à-dire que ça, c'était la maison, je sais pas, des ministres, je sais pas, d'un pétrolier, mais c'était une maison, belle maison blanche, portail noir. Et nous, on était à l'intérieur de la voiture. On faisait que regarder. Après, il est parti, il a parlé avec le gardien. Il est revenu. Il nous a dit, écoutez, on va rentrer, vous allez visiter. En tout cas, on n'avait même pas peur, un inconnu comme ça. On est rentré dans sa voiture. Et il est rentré dans sa voiture. Il est rentré dans la parcelle. Quand il est rentré dans la parcelle, une belle maison DMG. Une belle maison. C'est-à-dire avec piscine, des voitures. Vraiment, c'était une piole. On est rentré, il nous a demandé de descendre et tout. Après, il nous a dit, non, n'ayez pas peur. Je vais juste récupérer ce que je suis venu prendre après. Si vous voulez, je peux vous faire visiter ma maison. On était toutes curieuses de vouloir savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette maison, cette grande maison, comment elle est à l'intérieur. Alors, on a accepté, on est rentré. Il nous a fait visiter le salon, En tout cas, c'était joli. C'était vraiment une belle maison. Il y avait, je pense, 4 chambres, 3 en haut, une chambre en bas. On est allé jusqu'au sous-sol, il y avait un bar. Il y avait un bar, il y avait à boire et tout. Et il nous a dit, et il a sorti une bouteille de jus, en fait un carton de jus d'orange et une bouteille de whisky. Il nous a dit, mais comme vous avez 19 ans, je peux vous donner, vous pouvez goûter un peu au whisky. On a dit ok.
Il nous a mis du jus d'orange et puis il nous a mis un peu de whisky. Il est allé dans sa chambre. Il nous a dit, mettez-vous à l'aise. On était assis au bar. En tout cas, il est parti. Et quand il est parti, DMG, il a fait plus de 40 minutes. On a commencé à avoir peur. Toutes les quatre, on faisait que se regarder, mais ce monsieur, depuis qu'il est parti, où est-ce qu'il est parti? Par contre, il y avait un truc qui nous avait étiqueté, moi surtout, il y avait des photos, tu vois, des photos de famille, mais des photos des anciens temps noir et blanc là. Tu vois, des anciens temps, il y avait un papa, une maman et des enfants. Tu vois des photos, les anciennes photos où les gens, c'était même le style sur les photos, tu vois, le papa avait pantalon pâte. Tandis que les anciennes photos là, quoi. C'est ça qui était au salon. Il n'y avait pas genre une nouvelle photo en couleur, non, non, non. Avec les anciennes photos. Du coup, bah, nous regardons, on se dit peut-être que ce sont ses grands-parents. Parce qu'il était trop jeune pour être sur cette photo, déjà. Alors, il est revenu. Quand il est revenu, il transpirait vraiment. Alors que dans la maison, il y avait la clim et tout. Le monsieur transpirait. Vraiment, il transpirait à goût, c'était pas possible. Il est arrivé, mais non, il y avait quelque chose, en fait, son humeur avait changé par rapport à quand il est monté, il était tout heureux, tout joyeux, mais quand il est revenu, il était un peu, peut-être pas pour dire front fermé, mais il était devenu très sérieux, il n'y avait plus ce petit sourire tout mignon. Alors il nous a dit, bah écoutez les filles, on va partir parce que moi je dois repartir au boulot et tout, je vous dépose rapidement. On a dit ok. Et quand il vient, il regarde, en fait, la plus jeune de nous, ma copine, celle qui avait 16 ans là. Il lui pose la question, tu as quel âge? Elle dit, elle veut dire son âge. Et ma copine, celle qui va avec les grands-parents, elle dit, elle aussi, elle a 18 ans. Elle dit, ah d'accord. Et tu vis avec qui? Elle pose la question. Elle dit, je vis avec mon père et ma mère. Ah d'accord, ok. Et tu t'appelles comment? Elle dit, elle donne son prénom. Elle dit, ok, d'accord. Du coup, nous on se dit, ah donc c'est sûr que le gars a flashé sur notre frangine et tout. Et on est reparti, on est monté dans la voiture. En tout cas, il nous a déposé jusqu'au bord du goudron de notre école. Parce que l'école, c'est dans la ruelle. Il a déposé au bord du goudron. Nous, on ne voulait pas qu'on nous voit à l'école avec ce genre de voiture, sinon ça allait automatiquement arriver chez nos parents et tout. Il a pris sa carte, il me l'a donnée à moi. Non, avant même qu'il me donne la carte, quand on était presque arrivé, après il s'adresse à moi, il me pose ma question, c'est-à-dire qu'il m'appelle par mon prénom, il me dit c'est ça, non? Je dis oui, oui. Il dit dis-moi, t'as un téléphone? J'ai dit non, 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 j'ai pas de téléphone. Il me dit pourquoi? J'ai rigolé, j'ai dit ah parce que j'ai pas d'argent pour m'acheter un téléphone. Il m'a dit ok, il n'y a pas de souci, je vais te trouver un téléphone. J'espère qu'on va pas te créer des problèmes chez toi. J'ai dit non. À l'époque, il y avait un téléphone qui était à la mode, je pense que c'était les BlackBerry, je sais pas si tu te souviens. En tout cas, il me dit je vais te prendre un téléphone comme le mien, il sort le BlackBerry en tout cas. Je lui dis ah ouais? Il dit oui, oui, oui. Il dit ok. Toutes les filles étaient étonnées en fait. Et il prend sa carte, il me le donne. Il me dit écoute, appelez-moi les filles, appelez-moi. Demain, on va organiser un rendez-vous, on se verra. Et il dit ok. Il nous a déposé. En tout cas, il nous avait rien donné. On est allé, on était vraiment excités. DMG, on était contentes. Ah, on s'est rendu compte. Ah, les filles, ah donc c'est toi qui l'as aimé. Ah non, mais c'était comme ça. On est arrivé. Déjà, il n'y avait pas de jalousie entre nous. Hein. C'est pas comme les amitiés d'aujourd'hui où on se jalouse bêtement, bêtement. Là. On est toutes contentes. On est arrivé, chacune est arrivée chez elle et tout, et tout, et tout. On avait hâte que la journée de demain arrive puisqu'on avait notre rendez-vous et tout. On a même mis des bikinis dans le sac parce qu'on se disait aujourd'hui, là, on va aller se laver à la piscine. Le lendemain, moi j'ai fait comprendre à ma mère, c'était le dimanche, moi j'ai fait comprendre à ma mère qu'on avait travail de groupe à l'école puisqu'on le faisait tout le temps. Et tout le monde, mes copines, ils ont toujours toutes trouvé une raison. On s'est retrouvés
à l'école et on est allé chez notre amie qui vivait chez ses grands-parents puisque son grand-père était en France, donc elle était là qu'avec sa tante, donc la maison était libre. On est allé là-bas, on s'est changé et puis voilà. Et là qu'on prend un taxi pour la destination. On connaît la ruelle, on connaît la maison puisqu'on était, c'est le centre-ville de Pont-Noir, c'était facile à repérer. Alors on arrive, d'abord on descend, il n'y avait plus de maison. C'est des herbes maintenant. On s'est dit chez le taximan, c'est sûr qu'on s'est trompé de ruelle. On a contourné. On s'est rendu compte qu'on ne s'était pas trompé de ruelle puisque il y avait une agence, de Amtienne juste à côté, s'il faut dire. Donc c'était notre référence en fait. C'est quand on est rentré dans la ruelle, il y avait l'agence. Après l'agence, c'était la maison. Donc on dit non, c'est pas trompé de ruelle, c'est l'autre ruelle, là où il y a l'agence. Donc on est reparti chez le taximan, il a même commencé à bouder, il nous a déposé. On a appelé le taximan, on s'est dit, oh, mais l'agence est là, la maison était censée être là. Donc on s'est trompé de maison, il n'y avait plus de maison MG. C'était des herbes, tu vois, genre, c'est dit que c'est sûr qu'il y avait une maison ici, mais la maison était cassée et tout. La maison était cassée, et il reste tout un petit mur et il y avait beaucoup d'herbes. Du coup, il n'y avait plus de maison. Je ne sais pas si on se comprend. On s'est dit non, c'est certainement qu'on s'est trompé non, on ne s'est pas trompé. En face de la maison, il y avait une parcelle avec portail en bois. La parcelle de portail en bois est là. Donc, on était devenus comme des idiotes, pardon. On s'est dit non, on s'est certainement trompé. Mais on ne s'était pas trompé. Alors, je sors la carte. Je prends le téléphone et j'appelle. Ça n'existe pas. On dit, oh, mais le nom est là. La carte est là. Pourquoi ça n'existe pas? Le numéro est là. On a insisté. C'était les deux numéros. Ça n'existe pas. Alors, il y avait un gardien en face qui nous avait remarqué. On était là, ça faisait plus de 30 minutes sous le soleil, on faisait que tourner. Il arrive vers nous, il dit, vous cherchez quelque chose parce que ça fait un moment que vous êtes là et tout. On l'explique que non, hier on était là et tout. Le mec a dit, il n'y a jamais eu de maison ici. Il n'y a jamais eu de maison ici. Les propriétaires de cette maison-là, les propriétaires étaient décédés, ça fait plus de 40 ans, la maison avait pris feu. Il n'y a jamais eu de maison ici. Ça là, c'est pas une maison. C'est sûr que vous êtes trompé de ruelle. Non, on a dit chez le mec, on ne s'est pas trompé parce qu'il y avait l'agence l'agence MTN juste à côté. Le mec nous a dit, donc vous vous êtes trompé. On a dit, on ne s'est pas trompé. Nous, on s'est dit donc certainement, on s'est trompé. On était découragés, DMG, on est reparti. On commence à se poser des questions. Mais c'était bien là. L'agence, c'est-à-dire que la référence c'était l'agence. L'agence est là. Quand on est même ressorti, on a bien vu l'agence. Alors que lui nous avait dit, vous pouvez venir à n'importe quelle heure, vous allez me trouver. Demain, je ne travaille pas, c'est dimanche. On était traumatisés. Je pense même qu'avant qu'on démarre, on l'avait appelé. Oui, avant qu'on ne vienne, on a dit avant même qu'on ne vienne, on avait appelé même avant qu'on ne vienne. On l'a appelé. Ça passait, là, ça faisait injoignable d'abord. Et quand on est arrivé sur place, c'est là où quand on essaie d'appeler, on fait comprendre que ça n'existait pas. Alors on est rentré chez nous. On était vraiment démoralisés. Et quand on arrive, on est tous tombés malades. Malades vraiment. Et la plus petite d'entre nous, là, celle qui avait 16 ans là, sa mère priait beaucoup. Sa mère priait vraiment beaucoup. Quand elle est tombée malade, elle a fait des fortes crises. Et sa mère, elle l'emmenait à l'hôpital, l'emmenait à la prière. Quand on l'emmène à la prière, dès qu'on l'emmène à la prière, ça, moi je ne suis même pas au courant de ça, je viens apprendre ça même bien après. Quand elle l'emmène à la prière, on lui fait comprendre que non, elle a été avec un mort. Elle a fréquenté un revenant et tout.
La dame, la femme, la maman de l'église, là où priait sa mère, là, a dit à sa mère, dis-lui de dire la vérité avec qui elle était. Elle avait peur que sa mère, qu'elle allait dire à sa mère qu'elle est rentrée dans la voiture d'un inconnu, que sa mère la punisse. Du coup, elle a commencé à refuser. La maman là lui a dit, si tu dis pas, tu vas mourir. Et là, elle explique à sa mère, regarde. La dame l'a dit à sa mère que c'est ta fille qui a sauvé les autres. Elle a dit que là où ils étaient partis là, on devait les prendre, les emmener dans l'autre monde. C'est l'esprit de ta fille qui était forte plus que les autres, qui a sauvé les autres. Donc, elle doit ramener toutes ses copines ici, on va prier pour eux. Alors sa mère lui dit, je sais déjà avec quelle copine tu étais, tu dois me les appeler demain, ils vont venir ici. Ce demain-là, DMG, moi et ma copine de celle qui vivait chez les grands-parents là, on a dit non, on doit aller là-bas. Alors le lundi là, toutes les deux, on est parti. On est reparti là-bas. Quand on est reparti là-bas, à notre grande surprise, DMG, la maison était là. On s'est dit donc on s'était trompé de numéro. Là, on n'est même pas au courant de ce que notre copine a appris à l'église. Hein. C'était censé qu'elle vienne lundi à l'école, qu'elle nous dise qu'on devait aller se croiser chez eux là-bas. Mais nous, ce lundi-là, on a fui les cours. On est allé là-bas. Parce que moi, dans ma tête, déjà, je savais qu'on devait m'acheter mon téléphone, voilà. Donc, on est allé, moi et ma copine là. Quand on arrive là, la maison est là. Et c'est le monsieur qui sort de sa parcelle. Quand le monsieur sort de sa parcelle, nous on se regarde, on se dit, oh. Donc on s'est certainement trompé de ruelle. Je ne sais pas si c'était la naïveté ou l'idiotie, s'il faut dire. Ah les filles, comment? Mais hier je vous ai attendu. Voilà, vous n'avez même pas de téléphone, je ne peux pas vous appeler. Non, on lui dit, oh mais hier on était là, il n'y avait pas de maison. Je dis, comment ça? Il appelle son gardien. Il dit, hier les jeunes filles étaient là. Il dit, non. Il dit, on regarde la maison d'en face. Le gardien, c'était plus le gardien d'hier, c'était une autre personne. Le gardien, je dis, mais elle avait même vu le gardien et tout. Tu dis, ah bon? Comment ça? Il va en face, il demande à son gardien d'aller appeler le gardien d'en face. Le gardien d'en face vient. C'était un autre, c'était plus celui qu'on avait vu hier. Et tu dis, hier on était ici, il y avait un autre gardien. Je dis, non, c'est que vous êtes trompé de ruelle. L'agence de l'MTN était toujours là. Et DMG. Nous, on est resté tranquille. On s'est dit, ah, donc certainement, on s'était trompé de maison, je ne sais plus trop. En tout cas, on ne comprenait plus rien. Alors, le mec nous invite. Ma copine lui a dit, oui, on rentre. J'ai dit, non, on ne rentre pas. Et il me dit, mais pourquoi vous ne rentrez pas? J'ai dit, non, on doit repartir à l'école. Non, on voulait juste venir s'assurer qu'on ne s'était pas trompé de ruelle. Je ne sais pas pourquoi, à cet instant précis, j'ai dit ça, mais c'était un esprit qui m'était venu comme ça. Ma copine, non, on peut rentrer. J'ai dit, non, on ne rentre pas. On ne rentre pas, on rentrera prochainement. Même demain et tout. Alors, il nous dit, ok, je vous dépose. Ma copine, oui, dépose-nous. On est monté dans la voiture. Il était en culotte toujours là et un t-shirt blanc. Ma copine est remontée devant. Il dit, non, laisse ta copine monter devant. Je suis monté devant, ma copine est montée derrière. Alors, dans la route, il a commencé à me dire, est-ce que tu as un copain? Est-ce que... Voilà, il a commencé à me poser un peu de questions comme ça. Genre, c'est comme s'il s'intéressait à moi. Moi, je lui ai dit, non, j'ai pas de copain. Et tu veux que je sois ton copain? Moi, je lui ai dit, en tout cas, je n'ai pas encore l'âge d'avoir un copain. Jusqu'à ce que, mais tu m'as dit que tu avais 19 ans. Moi, je lui ai dit, je n'ai pas 19 ans, j'ai 17 ans. Il a fait, ah, d'accord. Je lui ai posé la question, ça te dérange pas
d'avoir une relation avec moi parce que moi je suis encore mineure. Il me dit, il me répond, l'amour n'a pas d'âge. J'ai dit ok, je vais réfléchir. Ma copine était derrière, elle écoutait toute la conversation. Quand il nous dépose dans la rue au goudron, on descend, il me tient la main. Et il me dit, si vous venez demain, vous venez qu'à 2. Ne ramenez pas votre copine là. Je pose la question, laquelle? Parce qu'elles sont 2. Il me dit, la plus jeune de vous toutes, celle qui a 16 ans. On se fait regarder, moi et ma copine. J'ai dit oui, celle qui a 16 ans. Alors qu'on lui avait dit qu'elle avait 18 ans. Il est parti. DMG, avant qu'il ne parte, il a pris un billet de 10 000. Il m'a tendu ça. Non, il a tendu à ma copine. Il a tendu le billet de 10 000 à ma copine. Ma copine voulait prendre. Je lui ai dit non. On est déjà arrivé. Donc on n'a plus besoin d'argent. Ma copine s'est mise à bouder. Il dit ah bon? Il nous dit je vais attendre votre appel. J'ai dit d'accord, on est parti. Quand on arrive à l'école, j'ai dit à ma copine, ce monsieur-là, il doit être franc-maçon. En fait, j'avais dit ça comme ça. J'ai dit, ce monsieur-là doit être franc-maçon. Il dit pourquoi? J'ai dit non. Aujourd'hui, j'ai senti une énergie négative. J'ai dit ça. Je crois que je n'avais pas senti une énergie négative, mais je ne sais pas pourquoi j'avais dit ça à ma copine. Elle a commencé à me dire non, toi, tu as toujours peur. Le mec, il est bien. C'est sûr on s'était juste trompé de ruelle. Voilà. Et tout. Alors, on arrive en classe, à l'école. Je pense qu'il était 10h par là. C'était déjà les 2 premières heures des cours étaient passées. On est resté à la cantine. C'est ma copine qui arrive. Elle commence à nous parler. Elle dit, moi je me suis retrouvée à l'église, j'étais malade. L'autre aussi a dit, oui, moi aussi j'ai fait la fièvre. Après elle nous dit, est-ce que vous savez que le monsieur qui était avec nous là, c'était un revenant? Nous, on n'a pas voulu dire à nos copines qu'on était là-bas, on a gardé ça pour nous. Elle lui a dit, comment ça? Elle dit oui. Elle a expliqué, regarde. On était à la prière, on n'a pas cru, on a dit ah non. Elle dit c'est la vérité. Je dis non. C'est là où ma copine qui me dit, apparemment ça doit être la vérité. Il dit bon, on tente encore d'appeler le numéro. On prend le téléphone, on tente encore d'appeler, le numéro n'existait plus toujours. Non, on avait tenté, quand on était à l'école, on a tenté d'appeler, le numéro a sonné. Et lui, il a décroché l'appel. Parce qu'on est allé dans une cabine, on a tenté d'appeler, le numéro a sonné, il a décroché. Quand il a décroché, il a dit oui, allô. Et c'est ma copine, celle qui est avec la grande soeur qui a parlé. Il dit non, c'est nous, voilà. On était juste pour te dire qu'on est déjà à l'école et tout, le rendez-vous de demain. Il dit oui, demain vous venez, mais sans votre copine là. Il a vraiment insisté. C'est là où on a dit non, on doit aller voir l'église, on doit aller à l'église de notre copine. Ce jour-là, on est allé à l'église, toutes les 4. Dès qu'on est rentré, la dame là a commencé à nous parler. Vous revenez d'où? Vous étiez repartis chez le mort. Nos 2 copines nous ont regardé, ils nous ont regardé bizarrement et nous ont dit, quand vous étiez repartis là-bas, on a dit oui. On était repartis là-bas. La maman là a commencé à me dire, il fallait qu'on fasse des séances de prière parce que vous avez très mal avec un mort, vous avez bu des trucs d'un mort. Et c'est votre copine là qui vous a sauvé. C'est là où on a compris, ah, voilà pourquoi il ne voulait pas qu'on revienne avec lui. On a fait des séances de prière. Elle là nous a dit, si vous avez pris ce billet-là, vous devez acheter votre mort. On a prié pour nous, nos parents sont venus, je me rappelle bien. Le 3e jour de prière, les mamans de prière là, elles nous ont emmenés, elle nous a demandé de l'emmener là où il y avait la maison de ce monsieur là. Et quand on est arrivé, il n'y avait plus de maison, il y avait des herbes et tout.
On est reparti, on a fait des séances de prière plus de 1 mois, DMG. Plus de 1 mois, on partait plus à l'école, on faisait des prières. Et après ça, je commençais à faire des rêves bizarres. Je faisais des rêves du genre, je suis avec le gars. C'était vraiment pas la joie. Et heureusement que il y avait ma mère qui était là, mon père, et cette dame de prière là. Au bout de 3-4 mois, c'était passé. L'histoire était passée. Et j'étais très traumatisée. Quand j'ai eu le bac, je suis partie de mon pays. Et quand je suis rentrée il y a 1 année, je suis passée par là. DMG, cette parcelle est toujours comme ça. Avec beaucoup d'herbes, avec cette fameuse maison-là. C'était un monsieur qui était décédé avec sa famille. Leur maison avait pris feu. Il a plus de 40 ans. Pourquoi il était revenu? Pourquoi il nous avait choisi, nous? Jusqu'aujourd'hui, on ne comprend pas. Et moi, cette histoire m'avait beaucoup marqué. Et que j'ai même très peur DMG. Voilà pourquoi je conseille beaucoup, je tire l'attention aux jeunes filles. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci pour l'histoire, merci pour tous ceux qui envoient les histoires, merci pour tous ceux qui participent. Si tu as une histoire à raconter, envoie-le sur le numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17 et on va jouer ici. Merci beaucoup pour la force. On se prend demain pour une nouvelle vidéo à 12h00. Voilà, ciao ciao.